Bonjour à tous, c'est parti pour un autre webinaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un webinaire combo InnoveOrder et pizza de Nico. Et j'ai la chance d'être rejoint par 3 super speakers que je vais vous présenter, qui vont se présenter dans quelques instants. Mais bonjour à tous. Vous êtes déjà OK, vous commencez à vous connecter, donc on va se lancer tout de suite. Pour ceux qui connaissent déjà les webinaires de Combo, alors moi je suis Anne, je suis directrice marketing chez Combo. Moi et mon équipe, on a la chance toutes les semaines d'organiser une session avec des super partenaires qui créent des produits qui font vraiment, des solutions qui font vraiment la différence pour nos clients. Aujourd'hui, c'est InnoveOrder. Et aussi d'échanger avec des entrepreneurs, des gérants, des RH, que ce soit en restauration ou dans d'autres verticales, qui partagent du coup leur expérience, qui vont venir parler de problématiques auxquelles ils font face et auxquelles vous faites face aussi aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne aujourd'hui un peu moins d'une heure, 45 minutes, pour échanger sur la restauration rapide. Et du coup, si on parle de restauration rapide aujourd'hui, on va forcément parler de productivité, on va parler de rentabilité. Et on va parler aujourd'hui, on va faire un focus sur la data. Donc, prenez vraiment les 45 prochaines minutes pour poser toutes vos questions, si vous en avez, sur InnoveOrder plus particulièrement, si vous ne les connaissez pas encore. Et posez vos questions à Eric de Pizza Nico, qui est notre client du jour. Mais du coup, je vais vous passer la main pour vous présenter. Peut-être que Romain, tu peux te lancer avec une première présentation, alors de toi-même et d'InnoveOrder aussi, au cas où certains ne vous connaîtraient pas encore. Ça marche. Déjà très heureux d'être l'invité des webinaires de Combo. Enchanté à tous. Moi, c'est Romain. Je suis cofondateur d'InnoveOrder. InnoveOrder, on propose une suite logicielle dédiée à la prise de commande dans la restauration. On a différents produits qui vont permettre d'optimiser les flux, d'augmenter le chiffre d'affaires du point de vente, d'augmenter le ticket moyen du point de vente. Parmi ces produits, caisse enregistreuse, commande en ligne, bande de commande, frigo connecté, scan plateau, outil de fidélisation. Voilà, c'est toute une suite logicielle. L'avantage, c'est que le restaurateur a un seul prestataire avec qui il peut évoluer dans le temps en fonction de ses besoins. Et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur les différentes problématiques liées à la data. Trop cool, merci Romain. Tom, je te pose la même question, si tu peux te présenter rapidement et aussi pour peut-être les clients d'InnoveOrder qui ne connaîtraient pas. Avec plaisir, moi aussi, ravi d'être là aujourd'hui. Donc, du coup, moi, c'est Tom. Ça fait à peu près un peu moins de 2 ans que j'ai rejoint Combo dans l'équipe commerciale. Voilà. Après, j'ai toujours travaillé un petit peu dans l'univers de la restauration. C'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui. J'ai notamment travaillé 3 ans chez Deliveroo il y a quelques années maintenant. Après, j'ai travaillé aussi pour le groupe Bimama pour une solution de paiement qui s'appelle Sunday pendant un peu plus d'1 an. Et aussi, je suis associé dans une chaîne de resto qui s'appelle James Boon, c'est la cuisine vietnamienne à Paris. Et du coup, toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui ont fait partie de mon quotidien dans le passé. Voilà, après Combo, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un logiciel SaaS qui est lié à la planification jusqu'à la paye. Voilà, donc le but, c'est pour faire gagner un maximum de temps à nos clients dans leur gestion RH et dans leur planification. Voilà pour moi. Merci Tom. Et tu fais partie de l'équipe Combo effectivement depuis 2 ans maintenant, mais c'est la première fois que tu nous rejoins pour un webinaire. Donc merci beaucoup, c'est hyper cool de préparer ça avec toi. Merci pour l'invitation, ravi. Avec plaisir. Et du coup, Eric, last but not least, est-ce que vous pouvez vous présenter aussi à notre public? Oui, bonjour, Eric Gorneau. Donc, je suis partenaire de la Pizza Nico. J'ai un restaurant à Belfort, en Franche-Comté. La Pizza Nico, c'est un réseau où on fait de la restauration rapide. C'est le thème du jour, principalement de la pizza, avec des produits frais et tout est fait sur place, notamment la pâte. Aujourd'hui, à peu près 35 restaurants et un développement sur tout le territoire national. Ok, super, merci beaucoup. Alors, du coup, peut-être pour préciser un peu le sujet aujourd'hui, parce que j'ai dit on allait parler restauration rapide, on allait parler productivité et data, peut-être plus particulièrement sur toute la question data, les questions que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut traquer, quand et comment. Et ensuite, parce que c'est bien beau d'avoir plein de data à sa portée, mais encore faut-il s'en servir et s'en servir intelligemment. Donc, du coup, comment utiliser ces data pour responsabiliser ses équipes, pour déceler des tendances aussi consommateurs, pour adapter sa gestion interne. Ça, Eric, je pense que il y aura pas mal de choses que vous pourrez nous dire sur le sujet. Et j'ai envie de dire surtout prendre les bonnes décisions business. Peut-être recruter plus ou changer ses horaires d'ouverture ou potentiellement même fermer
un établissement si jamais il n'est pas assez rentable. Donc, je propose, on va tout de suite se lancer. Eric, peut-être pour donner un peu plus de contexte du coup aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes restaurateur depuis combien de temps? J'ai ouvert il y a un petit peu plus de 3 ans. Ok. En plein Covid, avec un contexte très particulier. J'ai ouvert en mars 2021, donc on a eu une première année, 15 mois assez mouvementée, et ça va mieux depuis 1 an, c'est beaucoup plus stable. Ok. Et vous avez tout de suite rejoint du coup le réseau Pizza Nico? Oui, le restaurant a ouvert en fait en mars 2021, mais j'avais rejoint le réseau fin 2019. Et donc le temps de faire les projets, de jongler un petit peu avec la période confinement, et on a ouvert en printemps 2021. Ok, super. Et aujourd'hui, comment est structurée votre entreprise peut-être en termes de nombre d'établissements, de management des équipes? Aujourd'hui, alors j'ai démarré avec 2 établissements, enfin 2 établissements de sociétés différentes. Il y en a un que j'ai fermé au bout d'1 an et demi, puisqu'on n'a pas réussi à trouver la clientèle dans un contexte très particulier. Et puis j'ai le restaurant de Belfort. En termes d'équipe, on a une dizaine de personnes. J'ai 2 managers qui me gèrent le restaurant au quotidien. Et moi, mon rôle, c'est plutôt de m'assurer que tout va bien. Toute la gestion d'entreprise, donc on parlera de la data, il y a l'aspect financier, humain, etc. Et puis participer au développement financier de l'activité en allant chercher des nouveaux clients, en proposant des nouvelles offres. Et là, effectivement, les outils de reporting qu'on peut avoir, notamment chez InnoVorder, la caisse et le back-office, nous aident beaucoup à détecter les tendances en termes de consommation. Ok, on pourra en parler justement un peu plus. Donc, alors effectivement, 2 établissements au lancement, je vais y arriver. Aujourd'hui, vous avez pris la décision d'en fermer un. Est-ce que vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé, justement sur quelles informations est-ce que vous êtes basé pour prendre cette décision? On a la première information, la base, c'est le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Quand on est en dessous, ça ne va pas. Quand on est au-dessus, ça va. Donc ça, on le voit assez vite, normalement. C'est le premier point. Et puis, il y avait un élément qui, pour moi, était important aussi en termes de data, c'est que pour faire tourner le restaurant, j'avais besoin d'un certain nombre de personnes, au moins 4 personnes, avec un certain nombre d'heures, puisqu'il y a les horaires d'ouverture, mais il y a aussi toute la plage pendant laquelle on est là pour préparer les produits, nettoyer le restaurant, etc. Et avec ce nombre d'heures incompressibles, de toute façon, il me fallait faire un chiffre d'affaires, si je voulais respecter mon ratio et donc une certaine rentabilité, qui était de l'ordre de 50% de plus de ce que j'avais. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne passait pas, quel que soit l'angle que je prenais pour analyser la situation. Ok, donc finalement, la décision, elle a été quasiment que basée sur les chiffres. Oui, les chiffres et puis les perspectives, est-ce qu'on y croit ou pas? Oui. Bon, on a essayé beaucoup de choses, ça a duré un certain temps. Et à un moment donné, ma stratégie et moi, ma décision, ça a été de couper avant d'être vraiment dans une situation financière très compliquée. Mais effectivement, il y a l'instant T qui ne va pas, et puis il y a les perspectives où on se pose la question, est-ce qu'on croit qu'on peut y arriver ou pas? Avec ce qu'on a essayé, moi, j'ai considéré que j'y arriverais pas. Ok, et les 2 établissements se trouvaient dans la même ville? Non, à une vingtaine de kilomètres d'écart, donc un bassin de vie qu'on pourrait dire assez proche, mais finalement avec 2 typologies, soit de termes d'emplacement, de ville, de bassin de vie et de types de clients complètement différents. Ok. Et du coup, au contraire, vous dites que votre établissement à Belfort, c'est ça, se porte bien. Qu'est-ce que vous regardez comme indicateur et à quelle régularité? Parce que j'imagine que vous ne regardez pas tous les chiffres tous les jours. Non, pas tous les chiffres tous les jours. Le chiffre d'affaires toutes les 7 minutes à peu près. J'ai la malchance d'avoir une bonne appli InnoVorder qui me remonte en live le chiffre d'affaires. Et ça m'arrive encore à 2 heures du mat d'être encore dessus alors qu'on ferme à 23 heures. Bon. Et ça, il ne faut pas le faire. C'est pas bien. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Une fois que le service est lancé, de toute façon, comme on dit, les dés sont jetés. On ne peut plus faire grand-chose. Blague mise à part, il y a effectivement le chiffre d'affaires qui est important. Et puis, il y a des indicateurs. J'en parlais un tout petit peu avant par rapport à mon premier établissement que je regarde au quotidien, qui sont le ratio d'heures passées au restaurant, donc le nombre d'heures planifiées,
par rapport au chiffre d'affaires qu'on va faire. Et là, ce qui est bien, c'est que le chiffre d'affaires et ces ratios-là remontent automatiquement depuis InnoveOrder vers Combo. Et donc, le soir, dans la nuit, le lendemain matin, on va dire, j'ai ces chiffres-là qui sont déjà pré-mâchés. J'ai juste à me connecter, à les regarder et je vois directement si je suis bon ou pas bon par rapport à ce qu'on devait faire. Un autre élément aussi que je regarde plus à la semaine ou 2 fois par mois, InnoveOrder nous propose ce que j'appelle moi une carte de chaleur, je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. C'est le chiffre d'affaires moyen qui est généré par tranche horaire et par jour dans la semaine, du lundi au dimanche, qu'on peut analyser sur différentes périodes. Et moi, ça me permet d'adapter plus finement mon planning. Et j'arrive sur certaines périodes à avoir un planning avec un degré de finesse au quart d'heure près. Voilà, on voit une carte de chaleur. Il y a aussi un autre écran qui donne d'autres visuels pour bien voir la progression sur une journée, par exemple, etc. Et donc, on voit bien que plus c'est rouge, plus on a travaillé. Et a priori, plus il nous faut de monde pour pouvoir gérer la charge. Ok, donc effectivement, ça c'est presque, c'est au quotidien et à la semaine pour finalement, avec l'intégration entre InnoveOrder et Combo, on remonte le chiffre d'affaires, on voit ce qui a été effectivement réalisé, et puis vous de votre côté, vous vous dites, ok, est-ce qu'il faut que j'adapte les plannings de mon restaurant, est-ce que je leur demande de venir plus ou moins dans les semaines à venir, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on essaye aussi de détecter une tendance. Si je fais très simple, sur la semaine, on sait que le lundi et le mardi, on va travailler un petit peu moins. Et normalement, on fait quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires sur le vendredi, samedi, dimanche, sur le week-end. Il arrive que j'ai des lundis qui soient plus importants que le vendredi, donc soit des vendredis un peu plus faibles, soit des lundis qui sont vraiment très importants. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter, mais si chaque semaine, je devais adapter mon planning par rapport au chiffre du lundi ou du mardi d'avant, j'arrêterais pas de faire le yo-yo dans le planning. Il faut quand même prendre du recul et voir s'il y a une tendance qui se dessine. Ok, et comment vous faites pour prendre ce recul? Si vous regardez sur un mois ou sur les 3 derniers mois, par exemple? Je fais du glissant, je suis toujours à regarder les 2-3 dernières semaines, donc une vision à peu près sur un mois, un petit mois. Et puis, on sait aussi qu'il y a une sorte de saisonnalité. En tout cas, ça existe encore un petit peu. Quand il fait plus beau, les gens sortent plus facilement. Quand les intempéries sont là, c'est plus les plateformes de livraison qui vont prendre le relais. Donc, pour nous, c'est un autre type de travail qui demande peut-être un petit peu moins de ressources. Oui. En tout cas, en termes de nettoyage, il y a moins de plonge à faire parce qu'il y a moins de monde sur place. Mais sur le coup, on se prend des rushs beaucoup plus importants. Et donc, en regardant ça, en touchant 2-3 pattes de lapin, 2-3 cierges, on se dit, allez, on va aller par là, puis on verra bien ce que ça donne. Et l'idée, c'est de s'adapter quand même très régulièrement, puisque même s'il y a des tendances qui se donnent, des fois, ça marche sur 1 mois, 2 mois, et puis pouf, tout à coup, ça repart autrement. Donc, il faut rebifurquer et réadapter encore le planning. Ok. Je ne m'attendais pas à entendre pattes de lapin et cierge dans ce webinaire. Ça sera data, pattes de lapin et cierge pour gérer son restaurant. C'est parfait. Voilà. Bon, il y a aussi autre chose, c'est que moi, je discute beaucoup avec mes managers qui me gèrent le restaurant au quotidien, qui, elles, ont un ressenti très terrain, puisqu'elles sont là tous les jours, et savent me dire, bon, dans ces cas-là, a priori, on va un peu plus bosser. Là, je sens que ce soir, on va moins bosser ou plus bosser. Attention, dans 10 jours, il y a tel événement sur Belfort, etc. Ok. Et quand on avait préparé cette session, on avait également parlé de suivi des heures supplémentaires et des horaires d'absence. Là, peut-être que c'est suivi un peu plus au mois versus à la semaine ou au jour le jour. Oui, alors c'est les heures passées dans le restaurant sont les heures payées et c'est un des éléments les plus importants pour piloter l'activité, hein. Globalement, il y a des charges fixes sur lesquelles on ne peut pas trop intervenir. Il y a 2 éléments sur lesquels on intervient très facilement, c'est les achats de matières premières et puis les heures passées, les salaires. Sur les salaires, on regarde et on en parle toutes les semaines. En fait, c'est quelque chose que je suis de très près, que je regarde tous les jours, le nombre d'heures en tout cas, hein, pas le salaire vraiment au quotidien. Et ça nous permet de voir en fonction du chiffre d'affaires qu'on a fait, combien d'heures on a passé, mais aussi en fonction de la répartition de chiffre d'affaires. Il y a des soirées où tout le monde va arriver tôt, à 19h et à 20h30, on a quasiment terminé le service. Et d'autres soirées où c'est après 21h où on se fait un deuxième rush. Et là, ça fait qu'on termine 1 heure plus tard que prévu.
Donc, on essaye d'analyser comme ça aussi. Et effectivement, si on a trop d'heures sup, c'est pas bon, puisque au final, ça coûte cher. Et il y a des jours où on arrive même à quitter plus tôt par rapport à ce qui est planifié. Donc ça, on le suit. Et puis, je me suis aperçu que, par exemple, des soirées comme un jeudi, je mets une personne de plus juste pendant un créneau d'une heure et demie, et ça m'évite que j'ai 3 personnes qui sortent une heure plus tard chacune, quoi. Donc, au final, je gagne entre 1 heure et demie et 2 heures de masse salariale sur cette journée-là, avec un service qui se passe mieux, puisqu'il y a plus d'équipiers au moment où il y a plus de clients, et après, pour la fermeture, il n'y a pas besoin d'avoir toute l'équipe. Ok. Et il me semble, du coup, vous utilisez vraiment à chaque fois les informations que remontent InnoveOrder et Combo. Il me semble, quand on avait fait la préparation, aujourd'hui, c'est les 2 outils principaux que vous utilisez, en plus de tableur Excel, par exemple. Ouais. Oui, j'ai ces 2 outils-là, donc Combo pour tout ce qui est planification et suivi de l'activité au sens de l'équipe. InnoveOrder, donc la caisse, mais aussi donc la prise de commande, mais aussi tout le suivi et le pilotage de l'activité. Et puis j'ai un 3e outil de gestion de paye, puisque j'utilise une solution en ligne pour gérer mes payes. Mais c'est surtout l'intégration Combo et InnoveOrder qui me permet d'avoir ces infos-là. Et en fin de mois, je vais regarder un récap des heures sup qui ont été faites, mais aussi les absences, puisque dans le métier, on le sait, il y a une donnée qui est récurrente et des fois trop présente, c'est le taux d'absence. Et en allant regarder ça à la fin du mois, ça me permet d'objectiver un petit peu mon analyse, de factualiser les choses en me disant, voilà, il y a telle personne qui a été absente peut-être 3 fois dans le mois, 3 fois 1 heure, 3 services, etc. Ou alors, au contraire, c'était 1 fois, mais 10 jours d'un coup, parce que c'était un gros arrêt maladie ou autre. Et ça, c'est plus le côté gestion des ressources humaines. Donc, on peut réagir à chaud par rapport à ça, mais de se poser la question au moins 1 fois par mois, comment on gère ça? Comment on gère le fait que ce mois-ci, on a eu plus d'absences? Est-ce qu'on peut, ces absences, les éviter? Il y avait peut-être un problème d'organisation dans l'équipe ou autre. Si on ne peut pas les éviter, comment on arrive à les gérer? Parce qu'il faut les remplacer. Bien souvent, c'est au pied levé. Donc, on a une équipe qui joue le jeu de venir remplacer des fois 2 minutes avant. Telle personne est absente, est-ce que tu peux venir? Oui, pas de souci. Ou non, pas aujourd'hui. Et de se demander, est-ce qu'on arrivera à continuer comme ça, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on discute avec la personne pour savoir si on peut continuer comme ça, quoi. Ok, non, mais très clair, je pense que c'est les bonnes questions à se poser aussi. Merci pour partager aussi l'impact du coup sur vraiment l'aspect purement managérial et l'aspect pression sur les équipes aussi qui doivent qui prennent le relais finalement de la personne qui est absente. Il y a une question de Laetitia qui demande si vous n'êtes pas lissé à l'année pour les heures. J'ai pas fait ce choix-là. C'est une question que je me suis posée assez longuement et j'en ai parlé aussi avec mes équipes. J'ai choisi de ne pas lisser pour une raison, il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, je dirais, c'est que dans mon équipe, j'ai à peu près la moitié des personnes qui sont en gros contrat, donc 35 heures ou 25 heures, et l'autre moitié des personnes qui sont des étudiants, qui sont là en moyenne 10 à 15 heures par semaine, qui travaillent plutôt le week-end, et qui, eux, vont travailler plus, monter à 20, 25, 35 heures pendant les vacances. Donc, il y a les grandes vacances juillet-août, et puis aussi les autres vacances scolaires qu'on peut voir. Et pendant les grandes vacances, ou pendant les autres vacances, j'ai mes gros contrats qui vont prendre des congés, les étudiants qui vont prendre le relais, et je gère comme ça cette charge, on va dire, qui peut être un peu moins importante certains mois et un peu plus importante d'autres mois. Il y a aussi une donnée qu'on retrouve, en tout cas dans la pizza, c'est que des mois comme janvier et février sont des très gros mois. Curieusement, on pourrait se dire, c'est pas forcément les meilleurs mois, mais janvier, février, on bosse très bien. L'été, on bosse très bien aussi, puisque les gens sortent, il y a le tourisme, etc. Et on a des mois plus creux, comme par exemple le mois de novembre, et en général le mois de juin, curieusement, est un petit peu plus creux. Et ce n'est pas forcément les meilleurs mois pour pouvoir avoir des heures lissées, donc une charge de travail qui va baisser sur ces mois-là. Ok, très clair. Merci Eric. Tom, j'aimerais te renvoyer la balle. Est-ce que quand tu écoutes Eric parler, est-ce que ça des indicateurs qui suivent au quotidien, est-ce que c'est le reflet de ce que tu entends chez nos autres clients?
Quels sont les indicateurs, selon toi, qui sont le plus regardés? Ouais, complètement. En vrai, pour venir compléter un peu ce qu'a dit Eric, hein, moi, j'identifie 2 indicateurs qu'on va pouvoir suivre. C'est d'abord les indicateurs RH dans un premier temps, et après les indicateurs un peu plus business. Quand je parle d'indicateurs RH, hein, ça va être notamment le taux d'absentéisme, le taux de départ, le taux de turnover, qu'on peut d'ailleurs obtenir dans un dashboard directement sur Combo, hein, qui en découle directement de la planification. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça reflète vraiment la bonne santé, en gros, des salariés au sein de l'entreprise, hein, savoir s'ils sont fidèles à leur entreprise. Et pour moi, ça passe par plusieurs choses. Ça peut passer, et tout à l'heure, Eric en a parlé, c'est pour la bonne gestion de la planification. Je trouve que c'est un sujet d'ailleurs qui touche pas que la restauration, mais notamment sur l'équilibre vie pro, vie perso, de vraiment mettre en place des rotations, de respecter peut-être d'avoir des jours consécutifs de repos. Donc voilà, et pas créer de frustration au sein des équipes. Donc je pense que la planification est un des éléments importants pour fidéliser les salariés. Deuxième chose que j'avais observé, c'était pour la rémunération aussi. Et ça, on en a parlé rapidement, Eric. Mais c'est vrai, quand on peut se le permettre de bien payer ses équipes, surtout quand on a des personnes qui sont performantes et qu'on a envie de garder, je pense que la rémunération est un vrai sujet. Il y a un autre aspect aussi, je pense que Romain, pour le coup, est en plein là-dedans, mais c'est vrai que les pourboires sont en train de changer. C'est vrai que pendant longtemps, les pourboires, c'était la petite caisse de monnaie, le petit billet en fin de repas. Aujourd'hui, on a la possibilité de laisser des pourboires directement sur les TPE. Donc, je pense que Romain est peut-être mieux placé que moi pour le savoir, mais peut-être que les pourboires, justement, sont en train d'évoluer en ce moment et peut-être même d'augmenter grâce aux solutions et à la tech qui est mise en place. Et après, il faut avoir une bonne gestion de ça, hein, savoir est-ce que les pourboires vont être partagés entre les équipes, est-ce que ça va être des pourboires individuels, est-ce que ça va être des pourboires à la performance de chacun. Donc, j'avais identifié ça. Aussi, un autre sujet, mais qui est peut-être pas que lié à la restauration, la marque employeur. Donc, potentiellement, tu vois, tu as des salariés au sein de ton équipe, pourtant, pour leur proposer peut-être des formations, des projets de carrière, des perspectives d'évolution. Et ça peut faire aussi partie intégrante de la restauration pour fidéliser au maximum les salariés au sein d'une entreprise. Donc ça, c'était le premier indicateur. Deuxième indicateur, je parlerai plutôt de tout ce que tu as parlé aussi, Eric, là, notamment sur Combo, le fameux ratio de masse salariale. Donc ça, c'est grâce à l'intégration qu'on a avec InnovOrder aujourd'hui qui nous permet d'obtenir le chiffre d'affaires des établissements. Donc si on fait masse salariale divisée par le chiffre d'affaires, ça va nous donner ce qu'on appelle le ratio de masse salariale. Et ça fait un partie intégrante de ce qu'on appelle le prime cost. Donc le prime cost, c'est masse salariale plus achat de matières premières. Généralement, on estime qu'il faut qu'il soit à peu près autour des 65%. Et après, évidemment, comme tu l'as dit, Eric, il y a tout ce qui est charges fixes, eau, électricité, gaz. Et ça, c'est un autre paramètre qui rentre en compte, hein. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un ratio qui est facilement identifiable sur Combo. Et potentiellement, c'est dans l'optique de pouvoir optimiser les plannings. Je donne un exemple. Par exemple, tu as un début de semaine où il va y avoir une intempérie, tu as peut-être surstaffé ton équipe, et tu te rends compte que tes ratios ont explosé. Ça te laisse la possibilité de pouvoir venir chercher quelques heures sur la fin de semaine pour potentiellement arriver à un objectif de rentabilité. Là, on le voit très bien, tout ce qui est en vert, vous voyez, quand on est en vert, ça veut dire qu'on est plutôt bon dans la partie planification. Et quand tu es en orange, ça veut dire que là, tu es peut-être surstaffé par rapport à l'activité que tu génères. Et c'est ça qui te permet de pouvoir piloter ton activité, hein. Et voilà, et souvent, dans nos clients, plutôt les gestionnaires qui sont à l'écoute de ça. Et Eric, comme tu es restaurateur depuis longtemps, je pense que tu as une expérience business avant. Et c'est souvent le type de profil comme les tiens qui sont très à cheval sur ces différents ratios. Voilà. Oui. Alors, si je peux rebondir, l'écran qu'on vient de montrer, l'indicateur dont tu parles, il est super important. Dans Combo, on peut se définir un objectif de chiffre d'affaires par heure travaillée. Et quand on le voit en vert, c'est que tout est bon, qu'on est vraiment très proche. En orange, c'est qu'on commence vraiment à s'éloigner et on voit tout de suite si on a été bon ou pas sur la journée, et puis après la semaine ou le mois. Et aujourd'hui, vous vous êtes donné, si vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous vous êtes donné quoi comme objectif de masse salariale et est-ce que vous y êtes ou pas? Moi, j'ai mis 70 € par heure travaillée, hors taxe. Est-ce qu'on y est? Ça dépend des jours et ça dépend de beaucoup de choses. Globalement, on sait qu'en début de semaine, on va être un petit peu en dessous de ça et en fin de semaine, on va être au-dessus de ça.
Oui, donc finalement, à la fin, ça se lisse. Oui, l'objectif, c'est que ça se lisse. Bon, on a toujours un temps incompressible, comme je disais tout à l'heure, pour préparer le restaurant, pour faire le ménage à la fin de journée, etc. Donc ça, c'est un certain nombre d'heures, finalement, qu'on ne peut pas enlever. Et puis après, en fonction de l'activité, entre guillemets, on rentabilise les personnes qui sont là ou pas. Et on sait que comme on fait des grosses soirées le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche, là, normalement, on va même avoir une productivité beaucoup plus importante qu'un mardi midi, par exemple. Ça, c'est des généralités. Après, il y a le quotidien qui nous rattrape et la réalité des chiffres qu'on découvre au fur et à mesure. Ok, très clair. Merci Eric. Je vois d'ailleurs, je lance des petits sondages de temps en temps pendant que vous êtes en train de parler pour voir un peu où en sont justement les gens qui nous écoutent. Et là, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez votre ratio de masse salariale? Et pour l'instant, les répondants sont plutôt sur du négatif. Ils ne connaissent pas leur ratio de masse salariale. C'est pas quelque chose qui suit. Je vois votre réaction, Eric. Ah, c'est pas bien du tout, ça. Ça, c'est un vrai problème. Bon, parce qu'effectivement, c'est un des éléments sur lesquels on peut le jouer le plus facilement. Et c'est la rentabilité. On est dans des métiers où les marges sont quand même de plus en plus faibles. Alors nous, on a la chance d'avoir un ratio qui est un peu inférieur quand même à 65% si on fait matières premières plus masse salariale, mais ça a quand même augmenté depuis 2 ans. On connaît tous le contexte global qu'on ne peut pas maîtriser. Et il faut absolument connaître la masse salariale. Alors dans le pire des cas, si vous n'avez pas encore les outils avant de prendre vos abonnements chez InnoOrder et Combo, regardez vos fiches de paye de vos salariés, tout est inscrit dessus et le coût global employeur. Comparez ça au chiffre d'affaires hors taxe que vous avez fait, ça vous donne déjà un premier indicateur. Je voulais aussi préciser, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais mis, moi, 70 € comme objectif. Ces 70 €, ce n'est pas parce que moi je l'ai fait que c'est un bon chiffre. Dans mon contexte à moi, j'ai une part de chiffre d'affaires sur place qui est de l'ordre de 50%. J'ai à peu près après 25% d'emporté et 25% avec les plateformes de livraison. À Belfort, on n'a que Uber Eats, mais ça pourrait être Deliveroo aussi ou d'autres. Et forcément, plus on va faire de chiffre d'affaires avec les plateformes de livraison, plus ce chiffre il va augmenter, puisqu'on sait que, j'allais dire artificiellement, le chiffre qu'on fait avec une plateforme de livraison quand on vend une pizza ou un autre produit est plus important que quand on le vend à emporter ou sur place, puisqu'on a les coûts liés à l'activité de la plateforme. Et si je n'avais pas ces plateformes-là, par exemple, je serais peut-être plus à 60 € de l'heure. Ok, très clair. Et ça, du coup, Romain, je ne t'oublie pas. Est-ce que sur la partie, les indicateurs qui sont regardés par les clients chez InnoOrder, c'est là où j'aimerais beaucoup avoir un peu ton retour d'expérience. Qu'est-ce que vos clients traquent en priorité? Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des choses qui sont sous-exploitées aujourd'hui par vos clients chez InnoOrder et que tu aimerais mettre en avant? Sans faire de grands secrets, Eric, c'était le premier indicateur qu'il a cité. Aujourd'hui, le plus regardé, c'est le chiffre d'affaires. C'est le North Star KPI, c'est ce que tout le monde regarde. Évidemment, ça doit être relié à une rentabilité, parce que le chiffre d'affaires, ça ne fait pas tout. Mais principalement, et c'est le plus addictif, c'est le chiffre d'affaires que va générer mon point de vente en tant que restaurateur. Ça, c'est, on va dire, la couche 1. La deuxième, la couche en dessous, c'est d'où ce chiffre d'affaires est composé, c'est la multiplication entre un nombre de commandes multiplié par un ticket moyen. Par une ticket moyen. Et donc, du coup, c'est 2 indicateurs aussi qui sont aussi importants pour granulairement essayer de comprendre son activité et essayer de voir comment on va avoir des leviers pour augmenter son nombre de commandes ou en tout cas optimiser son panier moyen. Et comme l'a cité Eric aussi, on va pouvoir rentrer plus dans le détail de ces chiffres. D'où vient mon chiffre d'affaires? Eric l'a cité, 50% sur place, 25% en livraison, 25% en emporté, si ma mémoire est bonne. Et donc, du coup, c'est important de savoir d'où provient son chiffre. Parce que si on parle de rentabilité ou de marge, c'est pas pareil de vendre, de faire une commande à 30 € sur des marketplaces qui vont prendre du coup un pourcentage aussi sur la commande, que de le faire sur place ou que de le faire à emporter. Donc tout ça, c'est pour après derrière permettre à Eric entre autres, ou en tout cas à nos clients restaurateurs, de pouvoir essayer de comprendre leur activité et de pouvoir les différents leviers qu'ils peuvent utiliser pour optimiser et rentabiliser au mieux toute cette partie-là. Donc, le chiffre d'affaires, de comment est fait mon chiffre d'affaires,
Est-ce que j'ai beaucoup de clients? Est-ce que j'ai un panier moyen fort? Ou en tout cas, comment il est décomposé? Et après, d'où vient mon chiffre d'affaires pour essayer de comprendre au mieux quelles sont mes actions que je peux mettre en place pour développer encore mieux l'activité. Okay. Et je peux... on a un visuel de l'application. Exactement. Donc ça, c'est un des écrans du back-office Innovorder. On a vu la heatmap. Donc c'est ce qui est, comme l'a expliqué Eric, c'est les zones de chaud et de froid en fonction d'une période que je sélectionne et décomposée par jour et créneau horaire de la semaine. Mais on fournit en fait plein de ce qu'on appelle data viz. On essaie de faire parler la donnée pour essayer de faire comprendre aussi bien au niveau des ventes que des ventes produits, que du classement si je suis multifranchisé. Et aussi, on a un onglet temps réel pour suivre vraiment de façon assez granulaire l'activité. Quand je parlais tout à l'heure d'où provenait mon chiffre d'affaires, il provient aussi de quel canal. Est-ce qu'il est sur le canal de la borne, en caisse, sur Deliveroo, sur Uber Eats? Est-ce que l'un des canaux a un ticket moyen plus élevé et donc du coup, je vais pouvoir jouer par rapport à ça? Donc, on va dire la partie, ce qu'on appelle IO Analytics, donc c'est la partie data visualisation d'Innovorder par rapport à tous nos outils qui centralisent un peu tous les flux de commandes, permet justement d'avoir des tendances, des indicateurs pour qu'en un coup d'œil, je puisse comprendre mon activité et voir soit des warnings, soit des bonnes nouvelles par rapport à mes pics d'activité. Et pour compléter ce que disait aussi Tom, effectivement, un partenaire comme Combo a beaucoup de valeur pour nos clients et pour Innovorder aussi. Le fait de partager cette donnée pour encore plus l'enrichir et encore plus permettre à nos clients d'avoir, on va dire, une communication parfaite en fonction des différents outils, permet de gagner du temps à nos restaurateurs et faire en sorte qu'on puisse les aider pour développer au mieux l'activité, surtout par rapport dans un contexte comme l'a cité Eric, où les marges sont de plus en plus basses. Et donc, du coup, tout l'enjeu est d'être un fin stratège et d'exploiter bien ces données pour pouvoir se développer. Et merci Romain. Et aujourd'hui, Innovorder, vous accompagnez des clients dans quelle verticale? Alors nous, on est essentiellement sur la restauration, ce qu'on appelle vente au comptoir, donc restauration rapide, qui est un secteur assez particulier. Donc, la première activité restauration rapide, premier marché. Deuxième marché qui représente aussi 50% de notre activité, c'est la restauration collective. On travaille beaucoup avec des acteurs de restauration collective, pour ne pas les citer, Elior, Sodexo, etc., qui ont in fine à 90% les mêmes problématiques qu'un restaurant de la restauration rapide. Comment j'optimise mon chiffre d'affaires, comment j'améliore l'efficacité opérationnelle de mon point de vente. On a parlé des opérationnels, c'est eux qui sont le nerf de la guerre en fait pour justement développer ce chiffre d'affaires et absorber ses clients. Donc voilà, on a deux marchés. Sur la restauration rapide qui nous intéresse, on travaille avec trois segments de cette restauration rapide. Le premier, c'est ce qu'on appelle le restaurateur ambitieux, un restaurateur qui veut se lancer, qui veut ouvrir un restaurant, qui veut se développer et qui veut potentiellement devenir une franchise. Notre deuxième segment, c'est les chaînes à forte croissance, dont Pizza Nico en fait partie, client historique d'ailleurs, qu'on a suivi depuis de nombreuses années, et les grands groupes de la restauration rapide, 100 points de vente et plus, principalement implantés en Europe, etc., qui se développent aussi. Donc c'est ça, voilà, ces trois verticales en fait nous permettent aussi d'avoir les retours d'idées, d'innovation, de tendances de marché pour développer de nouveaux outils. Okay. Le grand groupe va avoir une vision à 5 ans. Le restaurateur ambitieux va vouloir prendre des risques et essayer de trouver de nouvelles opportunités de business liées à la prise de commande. Donc, ça nous permet d'avoir une vision globale et évidemment, on offre tous ces mêmes outils à tous nos clients. Ok. Et on a beaucoup parlé, alors, c'est ce que je disais en début de session, on fait vraiment un webinaire par semaine et en fait, il y a très souvent la problématique de la rentabilité qui revient. On a beaucoup de questions là-dessus. C'est très différent selon les secteurs, parce que Combo, c'est pas que de la restauration, même si c'est une grosse partie de notre base client aujourd'hui. Et du coup, forcément, Innovorder, qui dit Innovorder dit rentabilité également. Comment est-ce que vous accompagnez très concrètement vos clients dans l'optimisation de ce ratio? Mais en fait, c'est ce que tu disais, Romain, c'est vraiment le début, l'alpha et l'oméga d'un restaurant. C'est ça, exactement. Selon moi, il y a trois leviers. Eric, n'hésite pas à compléter si besoin. Le premier levier, c'est, on l'a dit tout à l'heure, en fait, la particularité de la restauration rapide, c'est que l'acte d'achat se fait avant la consommation. Contrairement à la restauration traditionnelle, où j'ai une table ouverte, où le consommateur peut consommer au fil du temps, la restauration rapide a plein d'avantages. Le seul point critique, c'est que le vendeur, le caissier ou d'autres leviers, on est quasi en one-shot sur la vente. C'est-à-dire qu'il faut optimiser au mieux la vente pour augmenter le ticket moyen. Parce que c'est rare que le client va se relever
pour reconsommer derrière, refaire une queue, etc. Alors qu'on est dans la restauration rapide, temps imparti, chiffre d'affaires principalement entre midi et 2 pour des clients qui sont relativement pressés, etc., etc. Donc, le premier levier, c'est comment j'optimise ce ticket moyen, comment j'augmente ce ticket moyen. On parle de rentabilité, je parlais plus de retour sur investissement lié à d'autres produits aussi qu'on va proposer. Donc, le premier levier, c'est ça, c'est comment j'optimise mon ticket moyen. Et pour ça, j'ai différents exemples. Un que j'ai en tête parce qu'on l'a lancé, on a beaucoup de retours très satisfaisants de nos clients par rapport à la problématique de l'offre one-shot. Une fois que le client a payé, il ne va pas forcément recommander, ou en tout cas, ça va être rare. Or, la problématique pour le client dans cette restauration rapide, c'est qu'il doit sizer, il doit anticiper sa faim avant même qu'il ait consommé. Donc, du coup, on peut parfois se tromper en se disant je ne vais pas prendre des desserts parce que voilà, j'ai envie de faire attention, mais à la fin, j'ai quand même faim. Donc, spontanément, à table, je peux me dire j'ai envie d'un dessert et je ne vais pas le prendre. Et donc, du coup, c'est un manque à gagner pour le restaurateur. Et c'est une déception, on va dire, par rapport au bon temps passé au restaurant pour le client. Donc, pour optimiser le ticket moyen, on met en place sur la caisse on va pré-mâcher le travail pour le caissier pour faire en sorte qu'il n'oublie jamais de poser une question. Est-ce que vous voulez un supplément? Est-ce que vous voulez une boisson, etc. On propose aussi également des bandes de commande qui vont, je ne vais pas vanter les mérites de la bande de commande, mais en moyenne, c'est entre 10 et 25-30% de panier moyen augmenté parce qu'on a des belles photos, parce qu'on crée des parcours intelligents, etc. Néanmoins, le sujet de tous nos clients, c'était comment, par la suite, une fois que le client a payé, je peux augmenter le ticket moyen. On a mis en place des QR codes à table qui permettent de faire en sorte de capter. On a un client sur 5, un consommateur sur 5 qui commande sur les QR codes, qui vont commander soit des boissons, soit des desserts. Dans la restauration, Eric, tu me reprends si je dis des bêtises, mais c'est là où on marge généralement le plus. Boissons et desserts. Et c'est là aussi où parfois on a du mal à vendre. Parce que c'est, encore une fois, c'est des produits complémentaires. Je parle hors menu, hein, évidemment, mais c'est des produits complémentaires qui peuvent être compliqués à vendre. Et donc, du coup, ça nous permet de capter ça et donc, du coup, d'augmenter, de passer d'un ticket moyen de 14 € à 16,50 € ou 17 €. Et ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires du restaurateur. Donc, le premier point, c'est le ticket moyen. Deuxième point, c'est comment je vais capter le plus de clients possible. Encore une fois, on est dans un délai imparti. Et comment je vais fluidifier les flux et absorber le plus de clients pour justement générer le plus de chiffre d'affaires. Parmi ça, il y a évidemment le caissier qui a un rôle majeur et important dans la prise de commande, évidemment, mais surtout dans ce qu'on appelle l'assemblage, le fait de pouvoir être un peu le chef d'orchestre entre la personne qui va préparer et qui va faire le sac pour remettre ça au client. Et on a des outils évidemment digitaux où on va déporter la prise de commande vers le client, bande de commande, commande à table, click and collect, commande en ligne en marque blanche. Donc tous ces outils-là qu'on fournit à nos clients restaurateurs, qui fournissent eux-mêmes ça à leurs clients, qui vont permettre de déporter la prise de commande, qui vont permettre aussi de désengorger les flux, dans le sens où si j'ai des problèmes de staff ou si j'ai des problèmes, etc., et ben, du coup, là, on a des outils qui vont permettre aux clients de pouvoir, tout en gardant le même niveau de service, optimiser tout ça. Et le troisième point, et je m'arrêterai là-dessus, le troisième point, c'est l'optimisation opérationnelle. On a parlé de prise de commande, mais évidemment, il y a aussi derrière des personnes qui savent faire des choses, qui savent produire. À la pizza de Nico, c'est évidemment la pizza. Et donc, du coup, c'est cœur et clé d'avoir des personnes bien formées, mais surtout efficaces d'un point de vue opérationnel avec les bons outils. Et on fournit également chez Innovorder des outils comme les kitchen displays, les écrans de cuisine, qui vont permettre d'optimiser, de donner des indicateurs de temps, depuis combien de temps le client attend cette pizza, etc., pour justement fluidifier au maximum. C'est selon moi ces trois leviers qui permettent, en mettant les bons outils, en suivant les bons KPIs, d'optimiser le retour sur investissement ou la rentabilité, tout dépend de quel point de vue on parle. En tout cas, c'est comme ça qu'on accompagne nos clients chez Innovorder, sans compter évidemment tout le lien qu'on peut avoir avec Combo sur le staff et le RH. Ok, merci beaucoup Romain. Eric, de votre côté, vous avez les bornes de commande? Pas encore sur Belfort. On en a sur d'autres points de vente dans le réseau. Okay. Romain a dit l'essentiel sur les bornes de commande. C'est un outil qui fonctionne super bien. On s'aperçoit qu'il y a une clientèle qui est très captive pour ça et qui va aller naturellement sur la borne de commande. Il y a un autre type de clientèle qui, elle, ne va pas vouloir de borne de commande et préfère encore avoir l'accueil au comptoir. Et donc, la répartition se fait naturellement entre les gens qui rentrent dans les points de vente. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Romain, sur les trois axes. Nous, on a une particularité à la Pizza de Nico, c'est qu'il suffit qu'on mette un tiramisu en vitrine et les clients le commandent automatiquement. Donc ça nous aide beaucoup. Et après, on va essayer de créer du lien aussi avec le client. Alors, ça nous arrive 2 fois par service de faire un petit tour en salle pour voir si tout se passe bien.
Et là, c'est vrai que régulièrement, on nous dit, tiens, je prendrais bien un café ou un dessert, ou etc. Et les clients qui hésitent au comptoir, on leur rappelle aussi que si jamais le tiramisu, ils ont plus faim, c'est pas grave, ils peuvent l'emporter. Ok, smart. Le deuxième vente pour le dessert, comme on dit en France. Ok. Et justement, Romain, tu parlais de tickets moyens, d'outils et de réflexes mis en place pour augmenter ce panier moyen qui est hyper stratégique. Tom, tu parlais de masse salariale qui est à suivre aussi au jour le jour ou à la semaine. Eric, est-ce que de votre côté, c'est des chiffres que vous partagez à votre équipe, notamment à vos managers? Est-ce que est-ce qu'ils sont objectivés là-dessus? Alors, on partage des chiffres, déjà des chiffres qu'on partage avec toute l'équipe. C'est le chiffre d'affaires quotidien, de toute façon qu'ils peuvent voir sur la caisse, puisque sur la caisse, on peut créer différents types de profils. Mais moi, j'ai uniquement des profils où ils peuvent aller voir le chiffre d'affaires. Pour moi, c'est important que l'équipe sache où on en est, ce qu'on a fait, et aussi se positionner par rapport au ressenti qu'on peut avoir, parce que des fois, on a l'impression d'avoir fait un job énorme, alors que finalement, on a juste fait un service normal, mais qui était très compliqué pour un certain nombre de raisons qui peuvent être d'organisation ou le fait que les clients viennent tous en même temps ou autre. Et avec les managers, je partage l'objectif de chiffre d'affaires, donc de taux horaire, ce fameux 70. La masse salariale en elle-même, je ne la partage pas directement puisque je pense qu'elle leur parlerait moins. On est un type d'établissement qui est ouvert tous les jours. Donc, évidemment, au mois de février, on va avoir une masse salariale aussi importante qu'au mois de janvier ou qu'au mois de mars, avec 2 jours de moins, donc en gros 8% quasiment de chiffre d'affaires en moins, si on considère qu'on fait le même chiffre d'affaires tous les jours. Et donc, j'essaie de leur donner des informations en transparence, parce que c'est important que les personnes comprennent, mais la bonne information pour qu'elles puissent directement en faire quelque chose dans leur analyse. Ok. Et j'ai une dernière question sur comment vous utilisez ces indicateurs pour vos équipes. Une fois que vous voyez tous ces indicateurs, est-ce que vous collaborez avec vos équipes pour identifier justement des points dans le service où on peut encore gagner en efficacité, ou peut-être où il manque quelqu'un? Ou est-ce que ça, c'est vous de votre côté, avec les managers seulement? Comment ça se passe? C'est un peu avec tout le monde. C'est d'abord avec les managers où systématiquement la question qu'on se pose, c'est comment on peut faire en sorte de vivre tous au mieux les services. Là, on est vraiment sur l'aspect humain. L'aspect humain va découler aussi derrière sur de toute façon la rentabilité in fine. Voilà, on a un service qui s'est mal passé, ou alors on a terminé tard. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Quelles sont les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas passé comme on voulait? Et puis, moi, je suis quasiment tous les jours dans le restaurant, donc je regarde comment ça se passe. Et de toute façon, la petite question qui paraît banale, mais comment ça va? Alors, soit en début de service, soit à la fin, comment tu l'as vécu, etc. Elle permet d'avoir la vraie info directe à chaud du terrain. Et après, en prenant du recul, il ne faut jamais réagir tout de suite pour se dire on change complètement l'organisation. Mais en prenant du recul, on peut se dire ah oui, effectivement, on pourrait changer ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'en arrivais à dire tout à l'heure, un exemple tout bête. Au quart d'heure près, j'arrive à gérer certains éléments de planning. Aujourd'hui, j'ai une personne qui arrive à 11h45 et puis à midi, comme je faisais avant. Une personne supplémentaire. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des clients qui arrivent à 11h30 et que c'est bien d'avoir quand même une deuxième personne assez rapidement pour démarrer le service. Okay. Et il y a un mot qui m'était resté quand on a échangé pour la première fois autour de ce webinaire. Vous avez dit, j'ai un objectif de responsabiliser tout le monde dans l'équipe. Ça m'était vraiment resté, y compris les étudiants même, vous avez dit. Ouais. Comment ça se traduit concrètement? Et ben, ça se traduit par je passe mes journées au golf maintenant, et quand ça marchera peut-être un jour dans 20 ans. Ça se traduit par le fait que tout le monde sait comment ça doit fonctionner. On forme nos équipes à tous les postes. C'est le principe de la restauration rapide. Et chacun a son poste ou au poste auquel il est sur la journée ou sur le service, sait ce qu'il a à faire. Il y a des process qui sont écrits. On explique tout et chacun est responsabilisé dans le sens, par exemple, un truc tout bête, je vais couper les poivrons, j'utilise un outil pour couper les poivrons.
Une fois que je les ai coupés, OK, c'est bien, j'ai fait ma préparation. Par contre, je vais nettoyer mes outils, je vais mettre ça en ordre, je vais faire l'étiquette de traçabilité, etc. Et on lui explique que l'étiquette de traçabilité, quand on la met sur du poulet, ça nous permet de savoir quand est-ce que ça a été ouvert, le numéro de lot et tout. Et que si demain, il y a un problème et que le fournisseur nous dit tel numéro de lot, finalement, il faut le retirer tout de suite parce qu'on a une suspicion, on sait tout de suite avec l'étiquette s'il faut le faire ou pas. Et si on n'a pas l'étiquette, on fait ça un petit peu au pif. Donc, chacun est conscient aussi de tous les enjeux qu'il y a derrière. Ok. Et ça se passe comment? Parce que nous, il y a toujours, on dit toujours que sur Combo, par exemple, on a la partie article, on peut partager plein d'informations avec ses employés, on peut envoyer des messages, mais en fait, in fine, vous parlez quand même beaucoup sur le terrain, directement avec vos employés, avec la petite mention en début et en fin de service. C'est quand même l'humain, finalement, qui fait la différence. Oui, c'est indispensable pour 95% de l'information et de la formation pour qu'elle soit vraiment intégrée et appliquée. C'est le rôle quotidien des managers, des personnes et même des fois des équipiers entre eux. Quelqu'un qui est un petit peu plus ancien va avoir une certaine habitude sur un sujet et aider les nouveaux. Et on se le rappelle régulièrement aussi aux uns et aux autres. Et après, on a effectivement un outil de communication par écrit où des fois on fait un petit rappel pour rappeler que c'est important, par exemple la traçabilité ou d'autres sujets. Mais ça, c'est plus de la prise de recul. C'est pas au quotidien où on envoie un message écrit en disant attention à ci, attention à ça. Sinon, c'est plus lu de toute façon. Ok, super, merci beaucoup. Et quel est l'objectif pour vous et pour Pizza Nico sur l'année, mis à part passer plus de temps au golf, si j'ai bien compris? Bon, ça, c'était vraiment une boutade. Le truc du golf. À la Pizza Nico, on travaille sur 2 axes. Alors, au niveau du réseau, le développement, puisque c'est encore un réseau qui, malgré le fait qu'il a une bonne vingtaine d'années, qui est en plein développement, c'est né à Strasbourg. Donc, il y en a beaucoup sur l'Alsace et le Grand Est et ça se développe partout en France. Et on travaille au quotidien sur la qualité de nos produits, le référencement des fournisseurs, le fait de faire à la chasse à tous les intrants, donc les colorants, toutes les saloperies qu'on peut retrouver dans certains produits. Et ça nous monopolise tous, y compris dans nos points de vente en tant que partenaire, parce qu'on remonte assez souvent même les retours du client par rapport à certains produits. Et puis, moi, plus personnellement, donc j'ai Belfort qui tourne bien. Maintenant, je vais commencer à regarder pour aller ouvrir d'autres Pizza Nico sur la région sur laquelle j'habite. Ok, super. C'est des beaux projets. Et Romain, côté InnoVorder, qu'est-ce que vous nous préparez pour la suite? Alors, pour la suite, on a eu déjà différentes actualités. On a 3 grandes actualités, on va dire. La première, c'est l'ouverture de gros complexes de food court où on est assez spécialiste là-dessus. Donc, des parcours de vente, on va dire, assez innovants et qui répondent à pas mal de problématiques. Donc, ce qu'on appelle le multi-basket, le fait qu'un client puisse commander à sa table dans plusieurs points de vente d'un food court, puisse suivre en temps réel où en est l'état d'avancement de chaque produit qu'il a commandé dans différents points de vente, etc. Donc ça, on a ouvert 2 gros food courts, un qui s'appelle Boom Boom Villette, qui est situé à Paris, à la Villette, et le deuxième, c'est la Communale, qui est le deuxième de grande contrôle à Paris, la Communale qui est à Saint-Ouen. Donc tous les Parisiens ou régions parisiennes, je vous invite à aller dans ces lieux hyper sympas. Deuxième actualité, c'est lié aux Jeux Olympiques. Donc, on a gagné pas mal d'appels d'offres sur la partie Jeux Olympiques où on va équiper notamment le Stade de France. Donc, toutes les équipes là sont bien mobilisées par rapport aux JO pour justement couvrir le spectre fonctionnel et surtout de pouvoir permettre à nos clients de gérer le plus de flux possible dans ce minimum de temps. Donc là, on est dans la restauration rapide. On a un énorme flux clients à pouvoir gérer. Et le troisième axe, c'est toute la partie paiement. Donc, InnoVorder, on sort actuellement notre propre système de paiement, aussi bien physique qu'en ligne, de façon à permettre à nos restaurateurs de gagner encore plus de temps dans leur gestion, notamment la réconciliation des ventes liées au TPE, par exemple, et aux commandes. Et donc, on a tout un système assez innovant avec des caisses qui vont permettre de pouvoir encaisser en sans contact directement les commandes passées, les bornes également. Donc voilà les 3 grandes actualités d'InnoVorder en ce moment.
Ok, très cool. Bon courage pour les JO. Ça va être cool. Ça va être sport. Ouais, ça va être très cool. Peut-être pour finir, parce qu'il est 50, donc on va finir sur... J'aime toujours poser cette question. Si vous aviez un conseil à donner à un restaurateur qui débute, ce serait lequel? Je vais vous la poser à tous les trois. Premier qui est inspiré, allez-y. Moi, si je peux commencer, moi, je pense que déjà l'emplacement, quand même un élément hyper important, d'avoir le meilleur emplacement, de bien étudier surtout la zone, je pense, de bien étudier les flux, les passages, aussi bien à pied, routier, tout ça. Je pense que vraiment l'emplacement, le prix aussi, voilà, si c'est l'achat du fonds de commerce, quel va être le loyer, donc toutes ces questions-là sont pour moi essentielles, mais je dirais bien l'emplacement. D'ailleurs, Eric, j'avais une question pour toi. C'est vrai que tu as parlé du Covid tout à l'heure, notamment le point de vente que tu as fermé. Est-ce que tu penses que c'est dû notamment à une évolution de la zone? Je sais que nous, on a connu ça avec notre restaurant Le Valois, où avant le Covid, c'était une zone qui marchait très fort. Et après le Covid, il y a eu le télétravail qui s'est mis en place. La zone a complètement changé. Et c'est vrai que on a été pas mal impacté par ce changement suite au Covid. Est-ce que toi, ça fait partie justement des éléments qui t'ont touché sur ton restaurant que tu as fermé, par exemple? C'est au moins la moitié de la décision et des raisons. Les gens qui auparavant descendaient déjeuner en ville et aujourd'hui qui sortent plus et qui amènent leur sandwich ou d'autres solutions. Ok. Romain, si tu as un conseil à donner à un restaurateur qui débute? L'un des conseils que je donne souvent à des restaurateurs qui viennent nous voir, qui veulent ouvrir comme projet d'ouvrir, c'est de faire vivre à ses clients une bonne expérience de vente. Donc, peu importe en fait la typologie du produit qu'on va proposer, là on fait confiance aux interlocuteurs qui nous parlent. Tout l'enjeu, c'est l'expérience client, que le client puisse vivre une bonne expérience, d'enlever toutes les frictions liées à la vente. Et donc du coup, ça passe évidemment, comme le citait Eric, et j'ai oublié de le citer, par le personnel et par l'emplacement du point de vente, l'architecture du point de vente, les différents parcours de vente liés au point de vente. Donc voilà, pour moi, c'est l'un des conseils, c'est évidemment de bien s'entourer et tous les trucs qu'on peut dire de façon assez globale, mais l'expérience de vente est importante sur la restauration rapide. Et alors, je suis très content des interventions de Tom et Romain, puisque j'aurais dit ça, et avec un troisième conseil qui est pour moi tout à fait indispensable aussi, c'est n'oubliez jamais que vous êtes d'abord des entrepreneurs, des patrons, des patronnes d'entreprise, et que vous devez piloter ça. Peu importe ce qu'on va proposer, le service, le produit, même indépendamment de la restauration, on est en premier chef d'entreprise et notre responsabilité est de faire en sorte que la société fonctionne avec une certaine rentabilité. On ne parle pas d'avoir des rentabilités de malade comme on peut voir des fois sur les grandes chaînes d'infos, mais au moins gagner de l'argent, assurer à notre équipe qu'elle a son salaire tous les mois dans les temps qui vont bien, à nos fournisseurs qu'on les paye. Et ça, c'est vraiment la base pour pouvoir se poser ensuite des questions de comment on se développe, etc. etc. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas pu trouver de meilleure fin. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous les trois pour votre temps aujourd'hui. C'était hyper intéressant. Merci du coup aux gens qui nous ont rejoints aussi pour ce live et à ceux qui le regarderont après. Dans les prochaines semaines, je pense qu'on va avoir des sessions qui vont plutôt être focus sur la marque employeur. Pour ceux qui sont vraiment à fond sur des problématiques de recrutement, je pense que ça peut vous intéresser, avec Malou notamment. On va également parler comment réussir sa saison avec Tasty Cloud. Et je pense qu'on a un dernier webinaire de prévu avec Penny Lane avant l'été, parce que nous aussi, on prendra une petite pause pendant l'été sur le webinaire, avec Penny Lane sur comment soigner et vraiment tirer le maximum de la relation avec son expert comptable, qui est un grand sujet pour les gérants d'entreprise et où on a pas mal de questions aussi. Donc voilà, merci à tous les trois, merci à vous. Merci. Merci.